Nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session Technologie et Impact, une recette d'avenir qui sera le thème de notre conversation du jour. Alors, j'ai utilisé AirMeet comme vous aujourd'hui, puis j'avoue que j'ai eu quelques soucis de connexion. Alors, en anticipant justement ces quelques possibles soucis de connexion que certains vont avoir, je vais vous partager une petite expérience personnelle. En 2015, en septembre 2015, j'étais en Iran. J'ai eu grand plaisir justement de me familiariser avec ce pays. Et puis en fait, malheureusement, je peux pas vous partager d'image ici, mais j'ai découvert là-bas des bad gear. Est-ce que, je vais pas vous poser la question. Peut-être que dans le chat, certains pourront me dire s'ils sont familiers avec ça. Si certains sont familiers avec les bad gear, les bad gear, en fait, c'est des grandes tours, des attrape-vents. Si vous voulez, c'est littéralement en persan, ça veut dire attrape-vent. C'est des éléments d'architecture traditionnelle qui sont utilisés vraiment depuis des siècles, si vous voulez, pour créer une ventilation naturelle dans les bâtiments. C'est-à-dire que très concrètement, l'air frais qui est plus en altitude, avec la différence de pression, là, les ingénieurs vont comprendre, va avoir tendance à plutôt redescendre quand l'air chaud va remonter, ce qui fait que dans ces pays-là, ça crée en fait une ventilation naturelle. Et je me suis un petit peu plus renseigné par la suite. C'est sûr qu'on en reparlera aujourd'hui. C'est une technologie, en fait, c'est une technologie faible, une low-tech. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis aperçu qu'en fait, avec les bad gear, on parlait bel et bien d'une technologie qui littéralement est un outil ou un savoir-faire. Donc voilà, c'est de ça aussi dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, j'étais en train de partager une petite expérience personnelle parce que je sais que vous avez peut-être eu quelques troubles à vous connecter. Alors, je vous propose qu'on parte dès maintenant la réelle session de ce panel. Je vais présenter les panélistes dans un instant. Vous le savez, en ce moment, il y a la COP26 qui se déroule à Glasgow. Donc, on est tous ensemble en train de chercher des solutions finalement à la crise climatique qui est aussi une crise sociale. Puis, pour ceux d'entre vous qui ont bien fait leur devoir et qui ont suivi l'actualité, vous aurez vu justement qu'on vient de voter le Breakthrough Agenda qui a été signé par une quarantaine de pays, un peu plus, incluant la Chine et les US. Donc, l'idée, en fait, avec ce Breakthrough Agenda, c'est de faire des technologies propres, le choix le plus abordable, le plus accessible et le plus attrayant pour justement réduire l'intensité carbone de ces secteurs. Donc, les secteurs, en l'occurrence, c'est l'électricité, le transport routier, la sidérurgie, l'hydrogène et l'agriculture. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que réellement cette initiative en particulier va créer un réel impact positif sur le long terme? Donc, je me permets d'introduire avec ça parce qu'en fait, ça va rejoindre de près le sujet du jour. On va s'adresser à des entrepreneurs, mais pas que. On va donc adresser justement l'impact et la technologie, finalement le mariage entre l'impact et la technologie. Est-ce qu'on parle ici d'une recette d'avenir? Donc, comme on a des entrepreneurs autour de la table, on va essayer d'apporter des réponses concrètes. C'est sûr que quand on parle d'entrepreneuriat, on navigue un petit peu entre les eaux de l'économie et de l'ingénierie, mais pas que. Tous les entrepreneurs, en tout cas les entrepreneurs chevronnés, vous diront que l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir nourrir une pensée systémique, une pensée globale. Je pense que hier, pour ceux qui ont participé au panel, vous l'aurez compris, ça a été souligné à plusieurs reprises. Donc finalement, ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos intervenants, c'est prendre un petit peu de hauteur et puis voir finalement la plus grande image, tout en utilisant évidemment des exemples concrets. Donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va aussi parler un petit peu de psychologie, finalement de neurosciences. On va le voir tantôt avec Samuel Jean qui adressera cette thématique. On va faire un petit peu de sociologie, de philosophie. Je vous préviens, ça va pas être plate. On va pouvoir un petit peu aller explorer à droite à gauche. En fait, concrètement, pour vous, les entrepreneurs, on va, là où vous avez beaucoup l'habitude de vous demander comment est-ce que je vais finalement développer mon modèle d'affaires, là, on va prendre un petit peu de recul et on va se poser la question de pourquoi. Finalement, on va essayer de travailler un petit peu votre raison d'être parce que c'est aussi ça l'impact. Et plus particulièrement pour ceux d'entre vous qui allez mettre une technologie sur le marché, on va essayer de prendre justement ce pas de recul et se poser la question de savoir si c'est bien une technologie qu'il faut mettre sur le marché maintenant. Donc, maintenant, pour cadrer un petit peu le propos du jour, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On a dit qu'on allait parler de technologie. Alors, pour ceux qui étaient là au tout début,
vous avez compris que la technologie, ça peut s'en aller assez loin. Un silex était une technologie pour l'être humain primaire. Donc, on va, c'est sûr, parler beaucoup plus aujourd'hui des technologies de pointe, celles qu'on appelle en anglais les high-tech. À Polytechnique Montréal, d'ailleurs, on a des technologies de ce type qui sont développées dans tous les génies qu'on a, génie civil, génie biomédical, génie mécanique, et j'en passe. On va aussi un petit peu aborder les technologies basses, les faibles technologies, donc les low-tech. Donc voilà, on va pas se limiter nécessairement juste aux technologies de pointe. On va se donner de la latitude. Puis on va aussi parler d'impact. Alors ça, c'est la question à 1000 $. Qu'est-ce que ça veut dire l'impact? Comme je suis un petit peu feignant, je vais juste prendre la conversation qui a été menée hier en fait par le panel et plus particulièrement le propos de Hugo Steben de la Maison de l'Innovation Sociale. Quand on va parler d'un impact, on va parler ici d'un impact positif pour la société. Dans le fond, le changement d'état d'une situation à une autre qui est provoqué par une technologie liée à une volonté intentionnelle. Donc, maintenant que la table est mise, avant de présenter les intervenants, j'aimerais bien évidemment saluer mon institution, Polytechnique Montréal, qui, avec l'arrivée du 150e anniversaire de l'institution, s'implique de plus en plus, on parlera notamment d'ingénierie durable, dans cette dynamique justement d'impact. On va challenger pas mal aujourd'hui la posture de l'ingénieur. Cette posture de l'ingénieur, c'est celle de dire que finalement, tout problème peut être résolu par une contorsion technologique. Ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. En tout cas, c'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce qui est des entrepreneurs, je m'adresse évidemment aux CEO, je m'adresserai aussi aux CTO, ceux qui développent les technologies. Donc, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Puis, bien entendu, merci à Bonjour Startup Montréal de prendre ce leadership très important. Puis à toute la communauté entrepreneuriale qui se joint à nous aujourd'hui justement pour se mobiliser autour de cette thématique absolument cruciale. Avant que je présente les intervenants, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Moi, je vais être le modérateur aujourd'hui dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire aussi vos questions. Puis, quand il y en a certaines qui seront pertinentes et qui n'auront pas été posées, je me permettrai aussi de les poser à nos intervenants. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons un panel mixte composé de Catherine Morancy, premièrement, donc ingénieure et professeure titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal. Donc, Catherine est titulaire de la chaire de mobilité qui s'intéresse à la mise en œuvre de la durabilité en transport, ainsi que la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Elle collaborait en fait, Catherine, avec Vanessa Jouan et moi au sein de l'incubateur TraGM. Elle est assez connue pour ses positions critiques et affirmée en fait envers notre façon de nous déplacer aujourd'hui, ce qui est son secteur d'expertise. Elle nous en parlera dans une minute. Joséanne Bélanger-Gravel, qui est conseillère au bureau du développement durable de Polytechnique, auparavant directrice du développement des affaires chez Racam. Donc c'est une PME en technologie propre. Donc Joséanne, en 2015, elle démarre son entreprise de quantification de gaz à effet de serre, à travers laquelle en fait elle accompagne plusieurs organisations dans la recherche, la mise en place de procédés plus sobres en carbone. Donc ça aura beaucoup rapport avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. Elle a aussi complété une maîtrise en sciences appliquées sur les énergies renouvelables à Polytechnique, ainsi qu'une maîtrise en environnement à l'université de Sherbrooke. Alexandrou, ici parmi nous aussi, Alexandrou Jordan, qui est cofondateur du consortium SAF+, qui a pour objectif de mettre sur le marché d'ici 2025-2026 un kérosène synthétique dont l'empreinte carbone est réduite de 80% par rapport au kérosène fossile. Il va nous en parler dans une minute aussi. Partenaire d'affaires au groupe Conseil Carbone qui accompagne les entreprises et les collectivités qui agissent dans la lutte contre les changements climatiques. Cofondateur aussi de Québec Net Positif, qui est un laboratoire d'idées indépendant dont la raison d'être est d'accélérer la transition québécoise vers un avenir sobre en carbone et net positif, pour reprendre les mots de l'écosystème. Et Alexandrou, félicitations, tu as été récemment nommé Clean 50 Emerging Leader en bon français. Donc félicitations à toi. Samuel Jean Bassetton, enfin notre quatrième et dernier intervenant, donc professeur agrégé à Polytechnique Montréal, créateur et directeur du laboratoire de recherche en amélioration continue. Donc Samuel est ambassadeur à Bamboo Space, qui est une équipe d'experts mettant sur pied des approches d'amélioration continue et de résolution de problèmes. Donc il a une expertise très intéressante dans la conception, dans la construction et la compréhension des systèmes complexes. Et il nous apportera justement son point de vue sur
disons, l'enjeu multidisciplinaire qu'on a devant nous. Donc, ayant dit tout ça, je vais commencer avec une première question. Puis Joséanne, c'est à toi que je vais la poser en particulier. Nos intervenants échangeront et se passeront la balle, mettons. Joséanne, j'aimerais te poser cette première question, peut-être pour cadrer le propos. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on évoque l'impact d'une technologie? Ben, comme on sait, la technologie est partout autour de nous. Là, aujourd'hui, on utilise des ordinateurs, on est sur notre cell, les voitures. Quand on pense à un problème, comme tu l'as mentionné plus tôt, on pense souvent à une solution technologique. Donc, il faut garder en tête que toute technologie a des impacts positifs et négatifs. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est en virtuel, on se dit, hey, ouais, on n'a pas fait de transport ou de déplacement, on n'a pas envoyé de gaz à effet de serre dans les airs. Donc, on est comme, ouais, on a fait un bon gain. Par contre, on utilise encore tous un ordinateur, un cellulaire, une connexion Internet. Tout ça, ça prend un réseau, une infrastructure. Donc, on consomme des ressources, on consomme de l'énergie. Ça a un impact environnemental négatif. Mais de l'autre côté, quand on regarde, on vise un plus grand public. Donc, quelqu'un qui est à Rouen ou en France aujourd'hui peut voir la conférence alors qu'il ne se serait pas nécessairement déplacé physiquement pour la voir. Donc, au niveau de la diffusion d'informations, c'est super important. Donc, au niveau de la société, ça a un bénéfice positif. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre entre le positif et le négatif. Et puis, quand on parle de, comme tu l'as mentionné, Thibault, de technologie à impact en entrepreneuriat, on vise un impact positif sur la société. On veut mettre la technologie au service d'une solution en réponse à un besoin. Et puis, donc, la technologie a un rôle à jouer, mais je mets un petit bémol, il n'y a jamais de solution miracle ou de solution parfaite. Et puis, donc, on peut utiliser les technologies pour limiter les impacts environnementaux négatifs, mais peut-être aussi, il faut revoir le problème à la source. Je vous donne un exemple très concret. Auparavant, je travaillais à 1h30 de chez moi. Donc, j'utilise la voiture. Ah, peut-être, moi, je me dis, ouais, je peux prendre la voiture électrique, ou je fais moins de gaz à effet de serre. Mais en même temps, le problème est plutôt, je suis loin de mon travail. Donc, peut-être que j'aurais dû déménager là-bas ou trouver un travail plus proche, ce que j'ai fait. Donc, il y a vraiment une réflexion personnelle sur l'utilisation, puis sur les technologies qu'on encourage, et au niveau personnel, mais aussi au niveau de société. Donc, je crois que les technologies sont là pour nous aider à faire des choix, notamment. Donc, développer, faire de l'acquisition de données, du traitement de données, développer des modèles, faire des simulations. Tout ça pour offrir des outils aux décideurs, revoir nos politiques, revoir des indicateurs, et puis pour que nos technologies aient un réel impact positif et essayer de limiter les impacts négatifs. Et puis, dans le fond, on veut éviter les fausses bonnes idées. Puis tout ça, je pense que ça nécessite un changement de fond. Comme tu le disais, Polytechnique, on est bien placé. On forme de futurs ingénieurs. Donc, tu parlais de l'ingénierie durable. Donc, au niveau de la formation, on vise à intégrer vraiment des concepts de développement durable, leur faire voir qu'est-ce que la technologie peut avoir comme impact, mais aussi de voir les possibilités qui se présentent. Puis le Bureau de soutien en entrepreneuriat, notamment, travaille fort à intégrer dans les parcours des conférences, des ateliers, offrir des outils pour justement s'assurer que les technologies qui sont développées aient un impact positif. On essaie de jouer aussi sur tous les plans là, au niveau des employeurs. On suggère des stages hybrides où il y a de la formation non seulement pour le stagiaire, mais aussi pour le superviseur au niveau du développement durable, des impacts. En industrie, une offre de formation sur mesure. On veut vraiment sensibiliser la population, même à travers des formations gratuites en ligne, comme les MOOC, là, ingénierie durable et tout ça. On veut sensibiliser la population, puis essayer qu'elle ait une vision plus large, plus globale. Et ça, c'est sans compter tout le côté recherche de Polytechnique. Et puis, je pense que Samuel peut renchérir sur l'importance chez l'entrepreneur de la pensée systémique.
Et merci Josiane pour le, pour le passage de bâton. Effectivement, c'est la pensée systémique, c'est quelque chose, c'est un mot parcouru. C'est un mot parcouru, mais qui s'inscrit en fait, qui s'inscrit dans une réalité que l'on a depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, on va à l'école pour la plupart, et puis on est évalué sur des critères qui sont des notes. On a une note. Et au final, on travaille beaucoup pour les notes. On nous dit qu'il faut travailler pour l'apprentissage de la matière, pour le goût à apprendre, mais beaucoup, quand on commence à avoir des notes, eh ben, on travaille pour les notes. Et au niveau universitaire, on continue à faire ça. Hein, on fait ça tout le primaire, tout le secondaire, tout le cégep, ou pour ceux qui sont comme moi, vous entendez mon accent français. Peut-être, je salue d'ailleurs au passage les Français qui nous regardent s'il y en a, euh, qui, euh, qui sont on est dans un milieu où, au final, on regarde un critère particulier qui va être une note, peu importe le dispositif. Puis ça continue après. On continue avec, par exemple, euh, ça peut être les aspects financiers. Donc, on va optimiser un aspect qui va être l'aspect financier. Ou bien on va répondre à un problème de société qui va être, on va s'intéresser à quelque chose qui fait du sens cette fois-ci, qui ne va pas être juste de l'argent, qui est le moyen, mais qui va faire du sens. On va s'intéresser au CO2 ou on va s'intéresser à la pauvreté, à un aspect de la pauvreté. Mais on va pas forcément avoir cette possibilité de voir plusieurs critères en même temps. Donc déjà l'aspect, on peut parler de multicritères, mais euh, par la conception même de notre engagement, eh bien, on a une habitude qui est prise et qui est ancrée très profondément en nous, plus profondément qu'il n'y paraît, une habitude qui est associée au caractère monocritère de notre pensée. Quand on décompose un problème, ben souvent on le décompose avec un aspect et un aspect de manière prioritaire. Alors, c'est pas que c'est correct ou pas correct, c'est comme ça. Et associé à cette façon de décomposer les problèmes, eh ben, on a des croyances que c'est comme ça qu'il faut faire et que notamment la technologie va par exemple nous aider, par exemple à résoudre certaines solutions. J'ai beaucoup aimé ton exemple euh, de la voiture électrique qui, dans un déplacement, mais en fait, le déplacement, ça pourrait être aussi une délocalisation, une autre façon de travailler ou une autre façon de rentrer en collaboration avec les personnes avec qui tu travailles d'habitude. Donc, on voit que pour aller au-delà d'une solution, ben, il faut se questionner, il faut douter sur nos propres façons de faire et remettre en question nos habitudes pour lesquelles on va peut-être essayer de développer une technologie euh, pour pouvoir résoudre un aspect de l'impact que notre structuration actuelle de vie euh, génère. Donc, si je résume ce que je voudrais dire par là, c'est que avant de rentrer dans des mécanismes sur comment l'ancrage se crée en nous, c'est que je voudrais souligner, puis je pense que les gens, tout le monde le comprend assez bien, mais malheureusement, on le vit et on le subit, c'est que on on a des objectifs monocritères qui structurent nos vies, puis qui développent et on développe des croyances associées qui, elles aussi, renforcent ces aspects de structuration. Et donc, l'objectif de cette réflexion, pour moi, c'est de permettre de développer, notamment au travers du travail de la cellule d'entrepreneuriat à Polytechnique, mais auquel vous pourriez, j'invite les participants à venir nous rejoindre aussi, c'est de développer des espaces dans lesquels on peut explorer au-delà du monocritère de la performance. On dit on veut être performant, euh, on veut tous avoir des A ou avoir 20 sur 20. Ok, c'est bien, mais ça nous empêche d'explorer certaines voies et de nous tromper. Et peut-être qu'en explorant certaines voies, ben, on va se tromper. Peut-être en explorant d'autres voies, on va découvrir
de nouvelles façons de faire, de nouvelles organisations. Et donc, c'est en s'autorisant à se tromper, en ayant des espaces dans lesquels on peut se tromper, qu'on peut questionner les croyances que l'on a et que l'on a renforcées à coup de technologies qui elles-mêmes renforcent les croyances. Donc, c'est des espaces dans lesquels on peut se tromper et qui ne remettent pas en cause le fait que on puisse progresser. Premier point que j'aimerais bien qu'on arrive à créer dans les espaces technologiques et dans les espaces, on va dire, entrepreneuriaux, soutenus à plus technique. Second point, c'est que quand on est dans une performance monocritère ou, on va dire, dans une culture monocritère de performance en termes de dollars ou juste en termes de réduction de CO2 ou d'impact positif sur une technologie, eh bien, quand on est sur juste une optimisation d'un critère, généralement, c'est difficile de créer des équipes. Alors, ça ne veut pas dire que dans une entreprise, on n'a pas une équipe, mais dans cet espace, l'apprentissage de la création d'équipes, c'est pas ne nécessite pas, en termes d'environnement, le même environnement que l'environnement dans lequel on apprend à optimiser un critère. Et donc, si on peut se tromper, eh bien, on montre une certaine fragilité. Et cette fragilité, elle favorise la création d'équipes. On pourra revenir, je laisse la parole aux autres, mais on pourra revenir sur ce point-là, qui est que quand on s'autorise à explorer, eh bien, on montre sa vulnérabilité parce qu'on est seul à l'exploration, puis c'est là qu'on peut créer du lien et qu'on peut créer des équipes. Et je vais revenir sur ce point peut-être un petit peu plus en détail par la suite. Merci Samuel, merci Joséanne pour ce vrai pas de recul. On vous avait dit qu'on prendrait justement un pas de recul nécessaire en entrepreneuriat. Je me permets aussi de lire la question de Martin. Merci pour ta question. Effectivement, on prendra les questions au fur et à mesure quand elles arriveront dans le chat. On n'aura pas nécessairement de questions-réponses avec les panélistes, mettons avec vous, qui apparaîtraient en vidéo et en audio. Mais par contre, vous pouvez poser vos questions. Puis celle que tu poses notamment, c'est une des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, je me la garde bien en note. Là, ici, on a par exemple Samuel qui nous parle de monocritères, qui nous parle finalement d'une pensée assez simple. Tu mentionnes le CO2 dans les analyses de cycle de vie, par exemple, si on parle d'environnement, on a tendance à beaucoup prendre le CO2 comme un équivalent, un critère qui va pas mal être l'échelon sur lequel on va se baser pour justement calculer l'impact de nos technologies. Catherine, toi on parle d'ailleurs de véhicules électriques, ça fait 2 fois qu'on en parle déjà sans même t'avoir donné la parole, donc peut-être qu'on a envie de t'entendre là-dessus, justement sur comment est-ce qu'on calcule l'impact d'une technologie réellement en prenant tous ces facteurs multisectoriels finalement dont on vient de parler. Oui, je suis très heureuse en fait qu'on parle de transport. C'est très positif. Ce n'était pas le cas avant. Donc, s'il y a une sensibilisation accrue sur les enjeux de transport, c'est très bien. C'est sûr que j'ai des positions quand même un peu ardues sur la question du véhicule électrique. Je pense qu'on peut l'appliquer à l'ensemble des technologies. Là. Ce que je comprends de la situation, c'est qu'on considère une technologie comme étant une solution en soi. Je pense que c'est une grosse erreur. Je pense franchement qu'une technologie devrait nous permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace pour atteindre des buts qui devraient déjà être prédéterminés. Et ça, souvent, j'ai l'impression que c'est sûr que c'est tentant de découvrir quelque chose qui fonctionne, mais c'est pas parce que ça fonctionne que c'est bon en soi. Et j'aimerais, là, puis je veux pas nommer de gens, mais il y a des gens un peu flyés qui développent des très belles technologies, mais en même temps, je pense qu'il y a une responsabilisation sur les usages qui en seront faits éventuellement. Et je ramène toujours 2 choses, puis je vais revenir au véhicule électrique si vous voulez, là. Mais je ramène toujours 2 choses, c'est que la technologie, ça peut être spectaculaire. Je suis quand même une ingénieure. Il y a des choses spectaculaires qui ont été développées. Mais c'est spectaculaire à l'état de prototype. Mais si on fait la mise à l'échelle et on dit si c'est généralisé, est-ce que c'est effectivement le type de comportement qu'on veut promouvoir et pour lequel on veut une adoption systématique par l'ensemble de la population? Et là, ça devient soudainement très inquiétant. Donc, cette question de mise à l'échelle, je pense qu'on ne la fait pas suffisamment pour vraiment penser, est-ce qu'on veut ça dans nos vies?
Et est-ce que dans 5 ans, on va dire, mais mon Dieu, on vivait sur quelle planète pour penser que ça allait être un événement positif quand on migre vers sa généralisation? Ça, je trouve vraiment que ce sont des éléments qui sont complètement évacués. Et je dirais que pour l'évaluation des impacts des technologies, en tout cas, la question des véhicules électriques, pour nous, j'essaie de l'aborder avec des chaînes de causalité pour mettre en lumière l'ensemble des impacts que l'adoption de quelque chose comme un véhicule électrique peut avoir et qu'on mette en lumière les effets rebonds. Parce que je suis d'accord, je ne le formule pas de la même façon, mais la vue du un critère, là, on a une cible, mais ce n'est pas vrai qu'on a juste une cible. Peut-être qu'il y en a une qui est plus urgente aujourd'hui, mais il y en a tellement d'autres des cibles. Puis moi, quand je parle de transport, je vais toujours parler d'équité. Hein? Elle sert à qui cette technologie-là? Est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce que ça va servir l'ensemble des besoins de mobilité? Est-ce que toute la population peut y accéder de façon équitable? Et si c'est le cas, est-ce que ça va aller mieux après sur l'ensemble de nos cibles? Donc, sécurité, santé publique, utilisation des ressources, utilisation de l'espace. On a tellement de cibles que généralement, en tout cas, ce que je vois dans mon domaine, c'est qu'il y a beaucoup de ces pseudo-solutions qui pourraient nous permettre d'aller plus vite, mais si on les voit comme elles sont actuellement, donc on les prend comme étant la grande révolution, puis ça va tout nous sauver, là, bien là, ça nous empêche de prendre des vraies décisions. Et j'adore l'exemple des distances parce que ça fait des années que je répète que les changements doivent être d'abord structuraux, même s'ils prennent plus de temps à implanter. Et que oui, évidemment que je suis convaincue qu'à la fin, les véhicules qui vont rester vont être électriques. Mais ce ne sera sans doute pas des véhicules qui vont être dans le schéma actuel. Ça va être des véhicules partagés qui vont être plus utilisés que ceux dont nous disposons maintenant parce qu'on a quand même des ressources à sauver, là. Je trouve que cette mise à l'échelle n'est pas suffisamment faite. Il y a une responsabilité. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un entrepreneur dans ce sens-là, mais il y a une question de responsabilité sociale. Il y a des technologies engagées qui doivent contribuer à ce que ça aille mieux sur plusieurs aspects de notre société. Puis on ne peut pas juste s'affranchir des usages qui pourraient en être faits de cette technologie-là. Je pense on doit assurer que les usages vont être conformes à l'ensemble de nos cibles. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, j'utilise beaucoup cette notion de chaîne de causalité. Hein. Voici tous les effets que ça peut avoir sur plusieurs pans, avec plusieurs de nos grandes cibles collectives. Et on essaie de mettre ça en lumière et de les quantifier le mieux possible, même si démontrer la causalité, ce n'est pas toujours trivial. Je pense qu'il faut travailler pour qu'on soit capable de démontrer qu'il y a les liens de cause à effet. Et évidemment, ne pas juste se préoccuper de... Tu sais, le véhicule électrique arrive chez moi, peut-être qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre quand je l'utilise, mais il vient avec tout un boulet, ce véhicule, surtout s'il est énorme, là, ce qu'on aime de plus en plus au Québec. Donc, je pense que c'est cette réflexion-là là, sur une responsabilité puis notre capacité à anticiper qu'est-ce qui arrive si ma belle technologie est généralisée et est-ce que ce sont les gens parce que ça aussi, il y a le volet social, est-ce que ce sont les gens qui en ont le plus besoin qu'on va soutenir avec ça? Donc, qui vont en bénéficier? Qui va subir des impacts négatifs? Il y en a toujours. Ça aussi, je trouve que ça devrait faire davantage partie de la discussion sur le rôle et la place qu'on donne à nos technologies dans notre ensemble de solutions. Et merci Catherine, avant de passer le micro à Alexandru sur le volet justement mesure d'impact concrètement dans tes opérations, Catherine, je t'entends parler d'équité. Finalement, on arrive sur des thèmes politisés. On a Martin ici qui nous pose la question de savoir si la liberté d'entreprendre devrait être subordonnée à la nécessité finalement de protéger, réhabiliter l'environnement. On rappelle d'ailleurs que l'impact n'est pas que environnemental, il peut être aussi social, sociétal. Donc, est-ce que, selon toi, Catherine, et puis après, je te passerai le micro, Alexandru, est-ce que selon toi, on devrait justement avoir légiférer en fait au niveau politique pour ça? Oui, tu sais, la liberté en soi, il n'y a pas d'enjeu avec ça. C'est quand on veut mettre en place quand on veut transformer les modalités d'usage d'une technologie où là, j'ai un problème. On ne peut pas s'affranchir des usages et des impacts que ça aura quand ça va être généralisé. Ça, on le voit, là, il y a des dossiers, je pense, assez publics pour qu'on sache qu'on ne peut pas juste se laver les mains sur « Ah, ben tu sais, finalement, ça a des impacts négatifs parce qu'il y a plein de monde qui l'a adopté puis ne l'utilise pas comme on avait anticipé. » Je ne pense pas en tout cas, à l'époque où on est, je ne pense pas qu'on peut s'affranchir de cette responsabilité-là. Donc, pour moi, réfléchir à des idées, des fois farfelues, tu sais, qui ont l'air farfelues, tout ça, les concevoir, c'est une chose. Mais faire de ces technologies des outils, moi, je parle toujours d'outils collectifs, tu sais, une instrumentation pour que la société migre vers ses grandes cibles. Là, je m'excuse, mais oui, il y a une responsabilité qui est associée à ce qu'un entrepreneur va faire et va offrir comme solution et les messages qui vont être passés. Parce que c'est beaucoup dans l'usage. Évidemment, on ne contrôle pas la totalité de l'usage, mais
Tu sais, j'ai un cahier de l'auto qui promouvoit des gros véhicules électriques. À un moment donné, tu te dis, coudonc, là. Est-ce que quelqu'un comprend les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui et qu'on essaie de réduire la place de la voiture en ville parce qu'il y en a juste trop et les impacts négatifs sont trop importants pour qu'on les néglige maintenant? J'ai l'impression qu'il y a une partie des responsabilités qui n'est pas prise. Donc, j'aurais tendance à penser qu'il faut absolument voir quelles sont les trajectoires possibles de ces technologies quand il y a une mise à l'échelle et quand on voit à travers le temps qu'est-ce que ça pourrait donner. On entend ton point, Catherine, assez clairement. Merci en tout cas de t'exprimer vraiment sur ce sujet-là. Puis je pense que le symbole justement de l'auto et du transport reflète assez bien justement d'autres sujets qui vont peut-être plus parler à des entrepreneurs ou des acteurs justement de l'industrie qui nous regardent. On parlait donc de la mesure d'impact. On a ici Alexandrou, je le rappelle, qui donc a cofondé le consortium SAF+, qui a pour objectif de mettre sur pied donc d'ici 2025-2026, si je me trompe pas, un kérosène synthétique dont l'empreinte carbone est réduite de 80%. Toi, Alexandrou, là, donc tu es l'entrepreneur dans la gang. Comment est-ce que au moment de développer justement ce kérosène synthétique, pour ceux qui connaissent l'anglicisme green jet fuel, justement, comment est-ce que tu t'es assuré que ça ait réellement un impact sur le moyen long terme? Oui. Alors, je tiens à dire que la discussion jusqu'à maintenant, j'aimerais quand même apporter quelques points parce que je me sens très interpellé par les questions et les commentaires et je me sens tout à fait incarné un peu ce dilemme entre l'envie d'entreprendre et une grande envie de prendre son destin. Déjà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend son destin un peu entre ses mains. Il veut construire il veut construire l'entreprise de sa vie, il veut apporter le changement qu'il imagine qu'on devrait voir dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'être dans l'action. Puis, il y a cette dualité entre cette action-là et cette prise du destin en main et l'aspect un peu plus philosophe, plus contemplatif, plus se donner les moyens d'avoir du recul sur ce qu'on fait, qui n'est pas entièrement contradictoire, mais qui n'est pas non plus quelque chose qui nécessairement va toujours dans le même sens que le désir de l'entreprendre. Et donc, je pense ici, pour moi, tel que j'entends les propos de Catherine et Samuel et Josiane jusqu'à un moment, c'est ce qu'on est en train de parler, c'est d'un espèce d'entrepreneur 2.0 qui n'est plus un entrepreneur juste mouvé, dans l'action, la personne qui est going to make it happen. Ça, on en a besoin. Puis, je peux le dire à quel point on en a besoin. Je peux en parler aussi pourquoi est-ce que c'est vraiment, à la fois, ça fait du succès de l'entreprise que d'avoir cet esprit-là, mais en même temps, c'est quelque chose qui consomme 99% de ton temps. Mais en plus de ça, il faut vraiment ajouter ce côté réflexion. Mais revenir aux outils, les outils pour réfléchir à son impact existent là maintenant. Donc, c'est mon message aujourd'hui pour tous ceux qui sont là. Vous les connaissez peut-être pas, mais c'est pas parce qu'elles n'existent pas ou parce qu'elles sont pas assez capables de nous donner un certain sens de l'impact positif ou négatif dans lequel on s'embarque. C'est souvent que ce sont des outils un peu spécialisés, souvent c'est des compétences un peu plus spécialisées. Et mon message, c'est que généralement, en tant qu'entrepreneur, on doit aller vers la coopération, comme Samuel le disait, plutôt à chercher un village de gens autour de soi pour nous alimenter dans nos vies. Donc, se chercher les amis qui connaissent qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental plutôt que de devenir soi-même un spécialiste. En plus d'être un entrepreneur, c'est probablement une voie qui est la plus facile pour faire ça. Donc, aujourd'hui, il y a deux choses, deux façons de voir la comptabilité. D'abord, c'est se calculer des choses simples comme le CO2. Ça c'est le plus simple. Les émissions de carbone de n'importe quoi, même si c'est très complexe, c'est relativement simple à évaluer, au moins dans un premier grand niveau. Moi, j'ai été avant de me lancer en entrepreneuriat en aviation, puis on avait calculé les impacts environnementaux d'un avion au complet, qui est à peu près la plus compliquée bébelle que tu peux acheter sur le marché en ce moment. Et c'était faisable. Ça a pris du temps, c'était de l'effort, mais c'était faisable. Et dans le fond, tout était là. Quand on parle généralement avec une idée d'entrepreneuriat, on a des idées beaucoup plus claires, plus petites, plus précises. Et généralement, on est capable assez rapidement, si on se pose la question, à se faire une idée. Mais au-delà de ces métriques qui
qui sont faciles à calculer, mécaniques. Je pense que ce qui est plus compliqué, c'est exactement faire cet exercice-là de s'imaginer le monde au complet qui fait du scale-up de sa solution. Et il va y en avoir d'autres qui développent des solutions semblables mais différentes. Comment tout va ça va s'agencer de manière à ce qu'en bout de ligne, ce qu'on amène sur le marché, ce n'est pas un Frankenstein qui est un monstre dont on a perdu le contrôle, mais en même temps, on ne perd pas non plus la capacité d'amener quelque chose sur le terrain parce qu'un autre Frankenstein a pris le dessus sur nous. Et ça aussi, c'est un deuxième type d'outil qui existe, qui se développe beaucoup, qui s'appelle justement les analyses de scénarios, puis c'est souvent des analyses systémiques. Généralement, aujourd'hui, elles sont faites par grands secteurs. Donc, le secteur de l'aviation, il y a maintenant peut-être 5 ans, ou presque tous les ans, il y a une nouvelle simulation de quoi est-ce que le système aéronautique a besoin pour devenir plus vert. Puis, c'est un mélange de plein de solutions différentes, de technologies différentes. Et généralement, ça te donne une vue de 50 000 pieds où est-ce que le monde s'en irait si ces technologies deviennent matures. Est-ce qu'elles sont capables de prendre le dessus de tout? Est-ce qu'elles sont quand même nécessaires de composer avec d'autres choses? Ce n'est pas des outils parfaits, mais c'est des outils qui existent et des informations qui existent. La grande difficulté, et puis c'est mon message, ça va être de vraiment pouvoir intégrer cette volonté de se poser la question, même en risquant de remettre en question son projet entrepreneurial. Donc, c'est là où la liberté d'entreprendre va rencontrer la responsabilité, puisque cette responsabilité-là, elle risque de nous dire qu'il faut faire peut-être un virage différent de ce qu'on a prévu au départ. Merci Alexandro, encore un beau pas de recul. Joséanne, je vois que ton micro est ouvert, ça tombe bien, c'est à toi que je voulais donner la parole. Alexandro nous dit, voilà, c'est simple aujourd'hui d'évaluer le CO2, une analyse systémique. J'ai utilisé tout à l'heure le mot analyse du cycle de vie. On parle là encore d'impacts environnementaux, on rappelle que les impacts peuvent être aussi sociaux. Là, moi, je suis un entrepreneur, je suis en train de regarder cette conférence présentement. Je me dis, mais non, pour moi, c'est pas simple de mesurer ces impacts projetés. Comment est-ce que je fais? C'est quoi les outils que j'ai en ma possession là aujourd'hui pour pouvoir justement faire cette analyse? Mais c'est ça, comme mentionné précédemment, il y a vraiment une panoplie d'outils. Oui, il y a l'ACV, puis on peut parler de l'ACV environnemental, là, qui regarde tout le cycle de vie, toutes les étapes, donc pas juste l'utilisation. Et puis ça aussi, elle se fait au niveau social et au niveau économique. Donc ça, ce sont des outils, mais comme tu le dis, ce sont des outils quand même assez spécifiques. Et pour prendre la balle que Alexandro, au rebond de ce que Alexandro parlait, parfois aussi, on n'a pas obligé de calculer précisément un chiffre. Déjà, d'avoir une pensée de cycle de vie, d'avoir une pensée systémique, de s'auto-critiquer, ça va apporter des questions, une réflexion, puis ça va amener vraiment une belle finition à la technologie, puis aussi des arguments quand on va chez les investisseurs et tout ça. Et il y a des outils au niveau de l'organisation, autant que pour le développement et l'optimisation de la technologie. Donc, justement, ACV, c'est un outil, mais on peut penser aussi à toute la chaîne là, pour produire la technologie. Donc, on parle des approvisionnements responsables, on peut penser après aussi aux déchets de l'économie circulaire, l'écologie industrielle. Donc, il y a une panoplie de choses qui existent déjà. Il faut les trouver. Donc, vous pouvez contacter, regarder autour. Et puis, ce que je dirais, c'est justement pour cette pensée cycle de vie, cette pensée systémique, pour s'auto-critiquer, allez voir les différents acteurs, allez voir les financiers, allez voir des spécialistes en développement durable pour parler avec eux de votre idée, puis eux, ils vont vous donner leur juste de leur point de vue. Et puis, en récoltant toute cette information-là, donc on sort un peu de justement du monocritère, puis tout ça, ben, on va avoir un ensemble d'informations. Puis là, après ça, je pense qu'on peut créer de belles choses, faire de belles découvertes, puis savoir aussi quelles sont à proscrire, quelles options de notre en développement, il y a toujours plusieurs options là, dans la technologie ou même dans le modèle d'affaires. Est-ce que je vais plutôt par la vente de la technologie ou le service?
le service me permet, par exemple, de récupérer la technologie par après, peut-être récupérer des matériaux. On a un peu plus de contrôle, donc l'impact pourrait être diminué au niveau environnemental. Donc, il y a plein de choses à réfléchir, mais parlez-en, allez voir les différents intervenants, puis vraiment, vous allez avoir un produit robuste, puis aussi votre entreprise va être solide, vous allez avoir un argumentaire, là, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous vous en allez dans cette direction-là. Josiane, si je peux me permettre de prendre justement cet exemple-là, quand on a commencé l'entreprise Save Plus, dans notre nom, il y a le mot consortium et ce n'est pas un hasard, c'est parce que quand on vient du monde de l'éco-design, on vient du monde de la pensée systémique à la base et on savait qu'on ne peut pas commencer quelque chose de fondamentalement qui peut amener un changement profond si on n'a pas, dès le départ, dès le moment de la conception du projet, de l'avenue, même de la voie technologique, l'ensemble de la valeur de la chaîne de valeur. Donc, dans notre consortium, on a tout de suite eu à la fois les consommateurs finaux, à savoir les compagnies aériennes, comment elles voient, elles, le monde qui s'en vient, c'est quoi les difficultés qu'elles entrevoient. On a vu les motoristes qui font les avions. Pourquoi est-ce qu'ils iraient avec un carburant vert et pas l'avion à l'hydrogène, par exemple? Ils nous l'ont dit très, très, très rapidement que on ne parle pas du tout des mêmes voies, des mêmes temps, en fait. On a des investisseurs, on a eu des promoteurs de technologies clés, etc. Tous ces gens-là, par ces discussions-là, nous ont focalisé sur une voie qui, elle a une raison d'être très spécifique et bien claire. Nous, quand on se propose pour le type de technologie qu'on fait, qui prennent du CO2 pour faire des carburants, on savait déjà que ça ne va pas être pour faire du diesel ou de l'essence pour les voitures à personnel. Il va falloir que ça aille dans des secteurs où il n'y a aucune autre solution. Puis ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est des études et des études. Et on a regardé 3-4 études. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par l'apprentissage et je suis très curieux et la remise en question, c'est naturel chez moi. Donc, j'ai à peu près lu tous les scénarios publiés à droite à gauche par McKinsey, Nations Unies, etc. pour ce secteur-là. Et j'ai toujours été content de voir, en tout cas, ce qui m'a rassuré, c'est toujours voir la voie qu'on a prise. Elle est tout le temps représentée dans des différents scénarios à différents degrés, mais comme étant une voie sans laquelle on ne peut pas se passer, en fait. Et de laquelle on ne peut pas se passer. Donc, c'est tous ces éléments-là, ça nous a rassuré d'investir davantage et avoir un peu ce sentiment qu'on fait partie d'un changement systémique, même si on ne le comprend pas. Parce que c'est ça que je veux dire, parce que la discussion, je pense que ça peut des fois être anxiogène dans le sens où, avant de me lancer, il faut que je parle à tout le monde, que je comprenne tous les enjeux, que je fasse tous mes calculs, et après, au bout de tout ça, peut-être que je vais abandonner. Alors, qui a envie de se lancer là-dedans? Personne. Mon message, c'est pas comme ça. On se lance, mais la question, c'est que c'est l'entrepreneuriat et c'est un processus naturel qui prend de toute façon au moins 5 ans avant d'avoir une entreprise qui commence à ressembler à quoi que ce soit. On a 5 ans à faire toutes ces discussions, à peaufiner nos idées. Il y a énormément d'incubateurs où on prend le business model Canvas. Et dans tout cela, on pose les bonnes questions. Après, il y a le Impact Canvas, on pose d'autres questions et ainsi de suite. C'est ça le processus. On a 5 ans pour décider c'est la peine ou pas la peine. Mais au bout de 5 ans, on est très, très robuste face au marché avec l'ensemble de cet enjeu. Et aujourd'hui, mon collègue Jean Paquin, avec lequel j'ai confondé la compagnie, est à la COP26 depuis déjà une semaine. Et je peux vous dire, le monde change de manière incroyable. L'impact, ce n'est plus genre une petite poussière qu'on met sous poudre par-ci par-là. C'est devenu quelque chose de fondamental puisqu'on comprend tout à fait les conséquences. On peut les comprendre davantage et on peut faire plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un marché pour ça. Et la preuve, ça plus en est la preuve parce qu'il y a 3 ans et demi, quand on a fondé la compagnie, personne ne parlait de CO2, à faire des carburants, etc. Personne. On était vraiment des oiseaux rares et on parlait avec tout le monde, et le gouvernement, les universités, partout, on a cherché à ramener les gens avec nous, mais
au bout de 3 ans, maintenant, c'est un hype pas possible. Et puis maintenant, on ne sait plus c'est quoi qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, on est passé dans l'autre extrême où justement, il faut être capable de se remettre en cause et bien et s'assurer qu'on ne fait pas les choses pour le hype et avec le hype. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très intéressant ce que tu dis, Alexandrou. On a des innovateurs autour de la table, que soit qui viennent du milieu académique ou directement de l'entrepreneuriat. Tu mentionnes d'ailleurs que l'entrepreneuriat, c'est un processus itératif qui grandit par lui-même, et puis qu'on différencie l'entrepreneuriat de la recherche pure, dans le sens où on n'aura pas l'occasion de se mettre 1 an ou 2 à développer toute une revue de littérature avant de se lancer. C'est souvent quelque chose qui vient en le faisant. Donc tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien aussi de dire que voilà, il y a 5 ans de ça, j'ai plus exactement la date en tête, on n'en parlait pas, et puis là maintenant tout le monde en parle. Finalement, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec l'expression, on parle de boucle d'innovation, puis la technologie parfois nous dépasse. Hein. Pour ceux qui connaissent la citation de Thomas Watson, là, le fondateur d'IBM, il disait en 1943, il disait au maximum, grand maximum, il y aura la place pour 5 ordinateurs dans le monde. Bon, visiblement, on a plus que 5 participants aujourd'hui, ce qui veut dire que concrètement, il se trompait. Donc, mon point par rapport à ça, c'est que on n'est peut-être pas forcément capable aussi de voir jusqu'où va aller la technologie, et donc de plus en plus, on va être amené à dépendre davantage de l'humain, qui jusqu'à preuve du contraire est un petit peu plus fiable. Donc Samuel, je te redonnerai le micro. Tu étais en train de développer un peu ce sujet-là tout à l'heure. Justement, comment est-ce qu'on est capable de former les humains plutôt que de se pencher vraiment sur l'enjeu technologique pour être capable justement de créer cet impact dans le fond? C'est vraiment une discussion que les questions qui ont été soulevées. Je voudrais revenir un instant sur, par exemple, la technologie que mentionnait Catherine tout à l'heure avec la voiture. Mais je voudrais donner 2 autres exemples que vous vivez certainement sur le déploiement d'une technologie. Je crois que cette question de déploiement, elle est fondamentale. Et ce que vient d'expliquer Alexandrou aussi sur les itérations, ce que tu mentionnes comme étant les boucles d'innovation technologique, les itérations sont vraiment au cœur de la réponse à ces questionnements. Alors, vous avez tous l'expérience des courriels, des mails. Il y a 50 ans, on répondait pas avec des courriels, on répondait avec des lettres. Donc, on répondait peut-être à quelques courriers par jour. Dans notre cadre de notre travail, on était structuré différemment. Enfin, moi, j'étais pas là, mais les gens étaient structurés différemment. Et maintenant, on a une augmentation de la productivité qui est très importante grâce aux mails. On a un outil technologique dans la main qui nous permet d'échanger à l'autre bout de la planète à la vitesse de l'éclair, mais on a aussi une augmentation de la charge de travail très importante associée au traitement clérical des mails. Et donc, ça peut être des mails, mais ça peut être d'autres outils de communication, que ce soit les réunions en virtuel ou les outils comme les outils tels que les outils de messagerie électronique. Donc, quand on fait une adoption massive d'une technologie, c'est sûr que quand on en est l'idéateur ou l'idéatrice, on ne peut pas imaginer tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer, mais c'est quand même un devoir que l'on doit avoir. Alors, ce que dit Alexandrou, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on commence à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, finalement, on fait rien. Et puis, on se met dans un coin, puis on se met en petite boule, et puis on fait plus rien. Puis ça, c'est pas une bonne idée non plus, parce qu'on a besoin de faire des choses, on a besoin de prendre de l'expansion. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, mais un équilibre respectueux. Puis, c'est-à-dire qu'on a besoin de se transformer d'un point de vue, on n'a pas besoin de passer du point de vue de la super idée, hein, qui va renforcer l'ego de la personne qui l'a créé, à l'équipe qui va promouvoir une idée qui est durable, qui est viable, qui va s'insérer dans une société et dans un écosystème, et puis qui ne va pas aller tuer les petites grenouilles. Et donc, pour faire simple, et pour ça, on a besoin de frotter cette idée d'aller tester sa vulnérabilité, les zones de vulnérabilité, mais aussi les zones qu'une idée peut, les zones d'oppression qu'une idée peut représenter si elle est déployée massivement.
Donc pour ça, il faut que dès le départ, on ait une position en disant, ben, moi, ok, je suis porteur de cette idée, je suis porteuse de cette idée, mais maintenant, je vais devoir la frotter à d'autres points de vue. Et pour ça, il faut y aller en équipe. Il faut porter cette valeur en même temps que l'idée, qu'on va altérer peut-être l'idée de départ avec des points de vue qui vont peut-être la modifier fortement et qui vont intégrer des valeurs qui pourraient être plus respectueuses de d'autres concepts qu'on n'avait pas imaginés. Donc, il faut s'autoriser à être vulnérable. C'est là ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a du mal à apprendre à être vulnérable. Pourtant, pour pouvoir faire une technologie qui est respectueuse, eh bien, il faut montrer cette vulnérabilité, il faut en faire un usage et il faut en faire un usage dans une démarche itérative. Je crois que ça nous permet d'avoir de l'humilité et d'accepter que notre technologie, elle n'est pas parfaite, mais qu'elle peut contribuer. Puis que plus tard, il faudra peut-être la laisser tomber pour en développer une autre. Et donc, on aura moins la pression de vouloir absolument à tout prix l'entretenir. Je pense notamment aux biocarburants ou aux carburants alternatifs. J'espère qu'on n'aura plus besoin de prendre l'avion de la même manière pour aller poser nos fesses sur un transat à Cuba, puis dire maintenant c'est mieux. Non, j'ai peut-être pas besoin de faire ça. J'ai peut-être pas besoin d'aller polluer sur un autre endroit et de prendre pour ça l'avion, même s'il y a des biocarburants. Donc, on remet en question nos schémas de pensée. Bon, mais en attendant, eh bien, on va utiliser des biocarburants ou on va utiliser d'autres formes de carburants qui vont polluer moins. Mais progressivement, on se questionne sur, on frotte notre idée à différents points de vue. Alors, on le fait naturellement quand on développe une entreprise parce que on a besoin, on n'est pas omniscient, on ne sait pas tout faire, on n'est pas à la fois idéateur et puis comptable et en même temps promoteur de l'idée. On le fait un peu, mais on ne fait pas bien tout partout. On a besoin de s'entourer d'une équipe, mais on a besoin de s'entourer d'une équipe aussi pour s'assurer que ce que l'on est en train de concevoir et de promouvoir, eh bien, va pouvoir s'intégrer de manière plus harmonieuse. Alors, ça paraît un petit peu philosophique ce que je raconte, mais ça s'inscrit dans la conception même de l'apprentissage universitaire et des structures entrepreneuriales où on peut créer des zones où, eh bien, d'une part, on peut se tromper, mais aussi où on peut créer des équipes. C'est un peu le centre des rôles le rôle des centres d'entrepreneuriat, des incubateurs, mais on peut renforcer cette notion de création d'équipes multivues autour de certaines idées et notamment d'inclure des analyses et des boucles d'innovation ou plutôt des boucles de réflexion sur l'impact ou les impacts multiples qu'une technologie qui est en maturation pourrait avoir et voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement la faire évoluer. Alors, je pense c'est vraiment pas une question, à mon sens, on n'a pas une solution à l'heure actuelle. On le voit avec les technologies qui sont massivement utilisées, par exemple les réseaux sociaux. On a un impact des réseaux sociaux à l'heure actuelle qui sont basés sur la création, enfin qui sont basés dans la croissance et basés sur la focalisation de l'attention des gens. On voit que ces technologies-là, elles ont un impact sur le fondement même de nos démocraties, avec le débat qui se passe actuellement avec Facebook aux États-Unis. Enfin, c'est même plus un débat, ça s'est rendu. Et on voit que les technologies, on a une responsabilité lorsque l'on est promoteur d'une technologie. Donc, je dirais aux entrepreneurs, n'ayons pas peur et aux entrepreneuses, bien sûr, n'ayons pas peur de porter des nouvelles idées, mais soyons conscients que on a une responsabilité et que incluons dans la promotion de ces idées des valeurs, une valeur d'ouverture et de création d'équipes multidisciplinaires pour pouvoir s'assurer que nos idées ne feront pas mal. Hein, comme disait Google, n'ayez pas peur, nous ne ferons pas mal. Donc, c'est un peu le message que je voudrais transmettre aujourd'hui aux
de notre réflexion, à l'audience, merci, c'est de pouvoir inclure dans notre réflexion les impacts que l'on peut avoir, et pour ça, de s'ouvrir à un espace d'écoute dans lequel on va pouvoir discuter à bâton rompu sur, d'une part, les impacts que l'on peut avoir, mais aussi non seulement les impacts que l'on peut avoir, mais être ouvert dans l'écoute, hein, ça va dans les deux sens. Donc, c'est être ouvert à une modification de soit les usages, soit la manière dont c'est déployé pour tenir compte des avis des autres, pas juste dans un sens, mais dans les deux sens. Voilà. Samuel Jean, c'est très, très intéressant. Puis je vais rebondir justement sur ce que tu dis. J'en profite quand même pour faire le relais d'une question de lui qui me demandait si les ressources seront partagées. Oui, elles le seront. Je les partagerai à Bonjour Startup qui vous les partagera en retour. Donc, merci Samuel pour ce point. En fait, Catherine, je vais te donner un 2 minutes. Je sais que ça va être court avant que je puisse conclure rapidement et de vous laisser aller luncher. Catherine, on parle ici du développement finalement des compétences. Hein. C'est ça que Samuel met de l'avant. Toi, tu es chercheuse, donc tu as aussi, tu es professeur dans le sens où tu as des étudiants forcément et tu en as vu passer des personnes qui sont dans leurs jeunes années et qui se forment. Comment est-ce qu'on peut faire pour former cette génération d'entrepreneurs qui réellement peut avoir un impact? Est-ce que c'est des compétences molles? Est-ce qu'il y a des techniques particulières que tu recommandes? Puis est-ce que tu recommandes certaines affaires aux entrepreneurs qui nous regardent et qui cherchent à développer justement ces compétences? Et moi, j'ai le mot biais qui vient à mon esprit. Là, tous les biais que nous avons, là, les par défaut, là, il y a des besoins, il faut créer des besoins, il faut soutenir ces besoins. Ah là là, moi, dans mes classes, vous pouvez vous imaginer que je suis parfois insupportable. Quand je questionne les étudiants, je les traite de grosses calculatrices qui ne savent pas réfléchir. Je m'excuse, pauvres étudiants. Mais je trouve qu'on les a beaucoup formés à être efficaces pour faire des choses techniques, mais en même temps, de réfléchir à l'ensemble des incidences de leur action comme ingénieurs, là. Et pour moi, c'est fondamental qu'ils aient conscience du rôle qu'ils ont et qu'ils auront dans la société. Et mon domaine, évidemment, moi, je suis en transport, on modélise des personnes. Puis je leur ai dit, pouvez-vous vous imaginer comment c'est compliqué de comprendre l'individu, la pression par les pairs, la représentation symbolique de différentes technologies? Je leur dis, vous savez, on a rendu le véhicule techno et vert. C'est une catastrophe. Parce que là, il est rendu très, très attirant, ce véhicule, mais il y a plein d'enjeux. Donc, il faut toujours faire un recul, se questionner sur les besoins. Sont-ils réels? Comment peut-on y répondre? La hiérarchie des solutions. Je parle beaucoup de hiérarchie. Parce que je pense qu'il y a des solutions qui sont fabuleuses si elles sont dans le bon ordre hiérarchique. Donc, d'avoir cet esprit critique, là, comment je les classe, ces stratégies-là, quels seront évidemment les impacts globaux, ça, il faut que ce soit multiprésent dans l'ensemble des cours. Là. On a quand même une responsabilité sociale comme ingénieur de tenir compte de tous les impacts d'aider, là, peu importe la liste que vous prenez. Et, oui, on a ce souci d'efficacité parce qu'on veut contribuer à la société, mais il faut vraiment faire attention à l'instrumentation qui va être mise dans les mains et se préoccuper. Il y a un choix à faire. Hein. On a une technologie qui répond à un problème, mais il y a tellement de changements structuraux qui pourraient être bien plus efficaces. Et la solution techno, elle nous permet, est en dessous là, des vrais changements de comportement, puis elle va nous permettre d'aller plus vite. Je pense que tout entrepreneur qui a une solution entre les mains peut positionner sa solution comme faisant partie de cet ensemble hiérarchisé de transformation qu'on doit faire. Et après ça, ça va juste nous permettre d'aller plus vite. Je pense que dans la formation d'ingénieurs qui sont jeunes, mais il faut qu'ils aient cette capacité à réfléchir à cette vue un peu plus globale. C'est-à-dire que mon action est ici, mais les impacts de mon action peuvent vraiment être très, très diversifiés, très, très systémiques. Et ça, clairement, ils n'ont pas été nécessairement très bien instrumentés jusqu'à présent. Ton message, Catherine, et le vôtre est reçu 5 sur 5. On entend donc qu'on a tous besoin de transcender justement cette calculatrice sur pattes. Hein, c'est pour reprendre tes mots, Catherine. Et puis aller davantage dans une optique. On a mentionné plusieurs fois le mot de philosophie, de psychologie. Bref, peut-être de s'ouvrir à une interdisciplinarité de façon à prendre un pas de recul.
On n'a pas répondu directement à la question et puis honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on réponde par oui ou par non aujourd'hui. Par contre, on a ouvert plusieurs portes. Puis si certains veulent prendre la perche et s'approprier justement cette question, ce serait évidemment un plaisir, en tout cas pour ce qui me concerne, de pouvoir continuer la conversation. Je vais évidemment remercier une fois de plus Catherine, Alexandrou, Samuel et Josiane pour leur super intervention et puis aussi à l'audience de nous avoir challengé, d'avoir apporté quelques questions. Bon, merci aussi à Polytechnique Montréal pour sa contribution à l'ingénierie durable, mais bien évidemment à Bonjour Startup Montréal qui a initié le tout. Puis là, vraiment sur la note de fin, on a parlé de toutes ces disciplines finalement. Mon passé en psychologie m'amènerait à conclure avec ceci. On regarde beaucoup notre intelligence, finalement assez peu notre sagesse. Dans ce monde justement en perpétuelle transformation, c'est vraiment justement l'équilibre entre les deux qu'il faut essayer de chercher. Et puis Confucius disait que par 3 méthodes, nous pouvons apprendre la sagesse. Tout d'abord grâce à la réflexion, qui est la plus noble. En second lieu, par imitation, qui est le plus facile. Et la troisième, par l'expérience, qui est la plus amère. Donc, essayons de ne pas réfléchir aux thématiques d'impact par l'expérience, qui sera la plus amère, et de prendre le pas de la réflexion, justement, en amont, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, une fois de plus, je tends la perche à tous ceux qui voudront s'approprier le sujet. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont au Québec, peut-être même pour ceux qui sont du côté de nos voisins de l'autre côté de la Grande Flaque. Ça nous a fait très plaisir de collaborer. Puis, merci encore aux intervenants. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.